Et si je te disais qu'il existe un endroit dans l'espace où, si un être vivant s'y rend, il mourra instantanément. Il tomberait pendant très longtemps et verrait la fin de l'univers. Ce ne sont pas des fictions, mais des calculs réels. La vraie question reste, que ressentira-t-il dans ces dernières secondes? Saura-t-il qu'il s'agit de la fin? La réponse pourrait être bien plus effrayante qu'il n'y paraît. Le système solaire n'est pas un endroit très peuplé. Mais si on la compare à l'espace profond, la circulation ici est plutôt animée. Les connaissances scientifiques actuelles sur le monde qui nous entoure indiquent que, parmi les 8 planètes, la vie n'existe que sur la Terre. Qu'est-ce qui nous donne le droit d'affirmer cela? Tout d'abord, les observations visuelles de l'espace, bien que, compte tenu de nos technologies relativement primitives, cela soit une source peu fiable. Il serait intéressant de savoir ce que diraient les habitants d'autres mondes en observant notre planète à travers un télescope ou en restant un temps en orbite autour d'elle. Parviendraient-ils à détecter des signes de vie sur Terre? Ce n'est pas certain. Salut, abonne-toi. Mais dans certains cas, nous sommes presque sûrs à 100% que certaines planètes ou satellites du système solaire sont absolument morts. Il n'est pas nécessaire d'atterrir sur leur surface comme on l'a fait pour Mars ou la Lune. Tout simplement, les conditions sur ces objets sont tellement extrêmes que, si la vie y est possible, ce serait probablement sous forme d'extrémophiles. D'ailleurs, la probabilité de cela est très faible. Prenons par exemple Neptune. Cette énorme boule glacée se distingue par des températures extrêmes et des vents infernaux. Il est donc douteux que quoi que ce soit puisse y survivre. Voyager 2, qui a survolé la planète en 1989, l'a prouvé de manière convaincante. Il a même envoyé des preuves documentaires. Voulez-vous entendre l'histoire du projet le plus ambitieux du début de l'ère spatiale? Alors, concentrez toute votre attention et allons-y. Nous n'allons pas raconter tout le parcours effectué par Voyager 2, car son voyage continue encore aujourd'hui. La connexion avec l'appareil est pratiquement perdue, mais il est bien établi que si rien ne dévie la sonde de sa trajectoire, dans 3 siècles, elle plongera dans le nuage d'Oort, et dans 296 000 ans, elle rencontrera la légendaire Sirius. Mais à cette époque, en août 1989, personne ne pensait à des perspectives aussi lointaines. La mission de l'appareil était claire et précise, survoler Neptune et recueillir le maximum d'informations à son sujet. C'était la dernière planète du système solaire que l'appareil devait visiter, et il a parfaitement accompli sa mission en survolant le pôle de l'astre à seulement 3000 km. Les astronomes terrestres en savaient moins sur Neptune que sur les autres objets du système solaire. C'est tout à fait compréhensible car le géant se trouve à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Voyager 2 a éclairci de nombreux points et résolu un grand nombre de mystères de cette planète lointaine enveloppée d'une brume bleue. L'appareil a d'abord photographié Neptune lors de son approche, image qui a ensuite fait le tour du monde. Avant cela, Voyager 2 était passé successivement près de tous les géants gazeux, Jupiter, Saturne et Uranus. La sonde a révélé sur la planète des choses dont les scientifiques ne se doutaient pas. Pratiquement 95% des informations sur Neptune ont été obtenues grâce à Voyager 2. Que savions-nous de la planète avant cela ? Premièrement, une année sur Neptune équivaut à 164 années terrestres et deuxièmement, chaque saison y dure 40 ans. Le reste relevait de suppositions et d'hypothèses. Alors, qu'a vu l'engin spatial sur cette planète brumeuse? La sonde a littéralement inondé la Terre de données scientifiques et de photos. Pour la première fois, des anneaux de Neptune ont été découverts, beaucoup plus modestes que ceux de Saturne, mais tout de même assez visibles sur fond de planètes faiblement éclairées. L'appareil a envoyé sur Terre des photos de 6 lunes de Neptune, parmi lesquelles Triton se distingue particulièrement. Voici à quoi ressemble le géant gazeux si l'on le regarde depuis la surface de ce satellite. Le monde a aussi découvert le champ magnétique puissant de Neptune. Il s'est avéré que la magnétosphère s'étend derrière la planète comme une queue longue de centaines de milliers de kilomètres, et il a précisé la durée de sa journée. Elle dure environ 16 heures, cette valeur a été mesurée grâce au bruit radio envoyé par la sonde. Les scientifiques savaient que les géantes gazeuses n'ont pas de surface au sens habituel du terme. Mais de quoi étaient composées les couches de la planète avant Voyager 2, cela restait inconnu. La sonde a découvert une atmosphère au-dessus de Neptune.
ce qui est en soi un non-sens, compte tenu de la température extrêmement basse de la surface. L'appareil a découvert qu'elle est composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane, et il a également photographié des nuages flottant au-dessus de la planète. Réfléchissez-y, si on ajoutait de l'oxygène à ce mélange gazeux et une mèche Bickford allumée, au lieu de Neptune, on obtiendrait une torche d'une ampleur incroyable. Mais bon, c'est juste pour délirer. Vous pensez que ce sont tous les secrets que Voyager 2 a découverts? Pas du tout. Le plus intéressant ne fait que commencer. Malgré la brève rencontre, la sonde a appris pas mal de choses sur la planète. Et la première chose qui distingue Neptune des autres objets du système solaire, ce sont des conditions météorologiques extrêmement complexes. Dans l'atmosphère de la planète, deux ouragans monstrueux font rage, appelés la Grande et la Petite Tache Sombre. Voyager 2 a capturé les deux tourbillons. Le premier se distingue par des caractéristiques inimaginables du point de vue des terriens et surpasse même la Grande Tache Rouge de Jupiter. La Grande Tache Sombre, découverte et photographiée de près pour la première fois par la sonde, est un anticyclone mesurant 13 000 sur 6 000 km. Elle est comparable à la taille de la Terre. C'est une sorte de vortex dans la couche nuageuse de Neptune, et les vents qui y soufflent atteignent des vitesses supersoniques de 2400 km/h. Chez nous, de telles vitesses sont rares, même pour les avions à réaction. La Petite Tache Sombre, la deuxième tempête la plus intense. Jusqu'à la disparition de l'ouragan en 1994, ce chiffre était le plus élevé du système solaire. D'où vient l'énergie de Neptune gelée, avec une température de moins de 121 degrés Celsius, pour accélérer les vents à des vitesses aussi inimaginables? C'est un mystère que Voyager 2 nous a laissé à résoudre, à vous et à moi. Les instruments d'observation de la sonde ont également détecté des aurores polaires au pôle de la planète. En fait, elles sont plusieurs fois plus puissantes que celles de la Terre. Voulez-vous savoir à quoi ressemblait la dernière photo de Neptune prise par Voyager 2 en guise d'adieu? Elle est assez inhabituelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi la photo est si colorée. De cette façon, l'appareil a tenté de détecter la brume de méthane qui recouvre la planète d'un halo invisible. Il a aussi posé une nouvelle énigme aux scientifiques. Ils devront découvrir comment la lumière du Soleil se disperse à travers la couche de particules. Quoi qu'il en soit, c'est précisément cette image qui est devenue la dernière avant que la sonde ne disparaisse à jamais dans l'espace interstellaire. Voyager 2 n'a pas entrepris en vain ce voyage de 12 ans depuis le Cap Canaveral jusqu'à Neptune. Sinon, nous n'aurions jamais su autant de choses sur cette planète si particulière, si différente des autres, qui fait partie de la communauté des objets du système solaire. Vous allez maintenant voir 13 milliards d'années résumées en 10 minutes, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Chaque seconde qui passe équivaut à 22 millions d'années. À cette échelle, les humains n'ont existé qu'à la toute dernière fraction de seconde. L'univers apparaîtra dans 5, 4, 3, 2, 1... À partir du nuage primordial de gaz et de poussière cosmique, la gravité a formé les étoiles. La gravité liait les systèmes stellaires pour former d'immenses galaxies et les guidait dans leur voyage à travers l'immensité du cosmos. Le flot incessant du temps a conduit à l'évolution de l'univers et a créé des merveilles extraordinaires. Certaines galaxies se formaient si proches les unes des autres qu'elles se retrouvaient enlacées dans une étreinte gravitationnelle.
Ce spectacle aurait-il pu être si magnifique? Au fur et à mesure de son évolution, l'univers a traversé différentes époques. D'immenses périodes de temps avec des débuts et des fins marquées par des étapes uniques, l'apparition et la disparition de leurs merveilles. Nous sommes le résultat d'une grande séquence évolutive, de l'évolution cosmique dont nous savons très peu de choses. La Voie lactée. La gravité est le grand créateur, le bâtisseur des mondes. Mais la gravité est aussi une force destructrice, car elle est impitoyable. Lorsqu'une étoile ayant une masse de 50 masses solaires meurt, toute la matière de son noyau est comprimée dans un abîme noir infini, également connu sous le nom de trou noir de masse stellaire. L'énorme attraction gravitationnelle de ces monstres est capable de déchirer une étoile en morceaux. Ils arrachent la matière de la surface de l'étoile et l'attirent vers eux. Cette matière fortement chauffée tourne autour de la gueule du trou noir. Et d'énormes flux de rayonnement, des jets, jaillissent de son centre. Bien que ces jets soient visibles à travers tout l'univers, le centre du trou noir reste un mystère. Même la lumière ne peut s'en échapper. C'est pourquoi ce qui se trouve à l'intérieur nous restera à jamais caché. La mort d'une étoile et sa renaissance. Tout au long de la vie d'une étoile, il y a une lutte constante entre la pression qui essaie de faire gonfler l'étoile et la gravité qui tente de la comprimer. Lorsque l'étoile épuise son carburant, elle se contracte puis explose avec l'éclat d'un milliard de soleils. Lorsque l'étoile explose, elle projette dans l'espace tous les éléments qu'elle a créés au cours de sa vie et de sa mort. Ce sont de nouvelles étoiles qui se forment à partir des éléments éjectés lors de l'explosion des supernovas. De nouvelles étoiles naissent des restes des étoiles disparues. Et c'est précisément grâce à ces processus de mort et de renaissance des étoiles que nous sommes apparus. C'était dans une nébuleuse exactement comme celle-ci, il y a 5 milliards d'années, que notre Soleil s'est formé. Un nuage d'hydrogène se comprimait de plus en plus sous l'effet de la gravité, et le cycle de vie d'une nouvelle étoile a commencé. Une étoile est née qui sera connue sous le nom de Soleil. Un ensemble de planètes s'est formé autour de lui. Parmi elles se trouvait la Terre. Les débris laissés par la formation du système solaire entraient en collision avec la Terre.
La formation de la Lune. La jeune Terre ressemblait à un enfer en fusion. Les premiers continents se formaient encore. Les volcans dominèrent la Terre. Hostiles et dépourvus de vie. Mais la vie est apparue au plus profond des océans. Selon la théorie, les substances éjectées par les volcans sous-marins se solidifiaient et créaient des conditions favorables à la formation des premières cellules. Pendant environ 3 milliards d'années, les micro-organismes les plus simples étaient la forme de vie la plus évoluée sur la planète. Les cyanobactéries et d'autres microbes producteurs d'oxygène ont commencé à se développer. Ils se développaient en colonies qui libéraient d'énormes quantités d'oxygène. L'augmentation du niveau d'oxygène est devenue la clé du développement de formes de vie plus complexes. Les organismes ont commencé à utiliser l'oxygène pour respirer. Le développement de formes de vie plus complexes nécessite beaucoup plus d'énergie. Avant l'apparition des organismes complexes, la planète a connu la plus longue période glaciaire de toute son histoire. Et puis soudainement, des organismes multicellulaires ont commencé à apparaître. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais proposer une énigme à tous nos abonnés. Quelle planète a une masse si faible qu'elle pourrait flotter dans une piscine? Quel corps céleste du système solaire est le plus différent des autres planètes? Voici un indice, ce corps céleste porte le nom du dieu romain de l'agriculture. Exactement, il s'agit du majestueux Saturne orné de ses anneaux. Malgré l'immense éloignement de la 6e planète par rapport à la Terre, des sondes d'exploration y ont été envoyées périodiquement. En particulier, ces corps célestes ont été étudiés en détail par la sonde interplanétaire Cassini. Il a erré dans l'espace pendant 2 décennies, observant attentivement Saturne et ses satellites. Et cette histoire a commencé le 15 octobre 1997 au Cap Canaveral. C'est de là qu'a été lancée la station transportant à son bord l'atterrisseur Huygens. Les missions confiées à la sonde étaient de taille, étudier Saturne lui-même, ses anneaux, ses satellites, ainsi qu'organiser la descente de Huygens sur le plus grand satellite de la planète, Titan. Étonnamment, l'appareil a brillamment accompli toutes ses missions. Combien d'années a-t-il fallu à Cassini pour atteindre le but de sa vie, Saturne aux anneaux? Pour cela, l'appareil a persévéré parcourant mile après mile pendant 7 longues années jusqu'à ce qu'il atteigne l'orbite de la planète géante le 30 juin 2004. Pendant des années, les scientifiques du monde entier ont suivi avec émotion les activités de la station et ses découvertes étonnantes. Qu'a donc découvert Cassini sur Saturne et dans ses environs? La sonde a observé attentivement les satellites de la planète, envoyant sur Terre des images de lieux jusqu'alors inconnus.
Elle s'est littéralement plongée dans les anneaux glacés du géant et a également étudié son atmosphère agitée, découvrant au pôle de Saturne un ouragan extraordinaire, sans équivalent dans tout le système solaire. La fin de l'appareil a été tout aussi spectaculaire que sa vie. Pour la fin, les scientifiques ont planifié une série de vols de la sonde entre les anneaux de Saturne et croyez-moi, c'était une manœuvre très risquée. Mais contrairement aux craintes, Cassini s'en est sorti à merveille. En plus de tout cela, une autre mission plutôt triste a été confiée à l'appareil. Laquelle exactement ? Cassini devait se sacrifier pour ne pas contaminer, en cas de chute, les satellites de Saturne où, selon certains astronomes, certaines formes de vie pourraient se développer. Et cela ne concerne pas seulement Encelade avec son océan sous-glaciaire. En d'autres termes, le cycle de vie de Cassini a été très riche et coloré, et la sonde est restée en contact avec les scientifiques sur Terre jusqu'à la toute fin. Alors, pourquoi cette mission est-elle célèbre ? Quel voyageur interplanétaire la sonde a-t-elle rencontré et où a-t-elle trouvé sa fin ? Nous allons en parler tout de suite. Cassini a largement enrichi nos connaissances sur les anneaux de Saturne. Au cours des siècles passés, on en parlait au singulier, car on pensait qu'il s'agissait d'un seul anneau flottant autour de la planète. À ce sujet, Christian Huygens en a notamment parlé, et c'est son nom qui a ensuite été donné à l'atterrisseur faisant partie de la sonde Cassini. Les anneaux de Saturne ont été découverts pour la première fois par Galileo Galilei au XVIIe siècle et depuis lors, toutes sortes de spéculations ont traversé l'esprit des scientifiques à propos de cette étrange formation. Cependant, nous nous sommes éloignés de la mission de l'appareil. Grâce à Cassini, de nombreux mythes ont été dissipés, car les astronomes ont découvert que les anneaux sont constitués d'inclusions de glace de différentes tailles avec des impuretés de poussière et de composés organiques. Il y a 4 anneaux et le dernier est plus fin que les autres. Leur diamètre est immense, environ 250 000 km, alors que l'épaisseur de la formation n'atteint même pas 1000 mètres. De plus, elle est extrêmement hétérogène. À de nombreux endroits, on observe des vides ou des sortes de montagnes constituées d'accumulations de pierres et de glace. La quantité de matière dans les anneaux est si insignifiante que si l'on rassemblait tous les blocs de pierre et de glace en une seule masse, son diamètre ne dépasserait même pas 100 km. Mais ce paramètre peut varier en fonction de l'intrusion d'autres objets cosmiques dans le conglomérat stable, comme par exemple des comètes de passage. Cassini a aussi étudié les satellites de Saturne qui sont au nombre de 82. Certains astronomes comparent le système de Saturne à celui du système solaire, où les anneaux symbolisent les ceintures d'astéroïdes. N'est-ce pas une analogie originale ? Imaginez donc qu'un fragment de métal, en réalité très fragile, auquel on a donné le nom de Cassini, bourré d'appareils, file à plus de 121 000 km à l'heure. Se précipitant vers sa dernière destination, l'énorme Saturne gazeuse et brumeuse, pensez-vous que nous décrivons directement le vol vers la planète géante ? Non, c'est ainsi que la sonde a trouvé la mort dans l'atmosphère de Saturne. C'est exactement ce sort que les scientifiques lui ont réservé, ou plutôt, ils ont été obligés de le faire. Mais avant sa destruction, l'appareil avait encore beaucoup à explorer, alors ne brûlons pas les étapes. Après son arrivée en 2004, Cassini est devenu le premier satellite artificiel de la géante gazeuse qui l'orbitait à la vitesse de 15 km par seconde. Pendant ce temps, il s'est approché de nombreux satellites comme l'Encelade immaculée, le mystérieux Titan et d'autres encore. Mais quelle découverte a été la plus surprenante de toute la mission de la sonde interplanétaire ? C'est, sans aucun doute, l'hexagone légendaire de Saturne, un gigantesque ouragan stable situé au pôle nord de la planète. Son diamètre est de 25 000 km, ce qui signifie que la tempête pourrait facilement engloutir plusieurs corps célestes comme la Terre. Cassini a découvert que le tourbillon s'élève littéralement dans l'atmosphère de la planète, s'enfonçant en elle sur environ 100 km. Pour être juste, il convient de noter que l'hexagone avait déjà été observé par les sondes Voyager, mais en raison de la très mauvaise qualité des images, personne n'avait prêté attention à cette structure. Cassini, qui a photographié pour la première fois cette tempête extraordinaire à plus de 2 millions de kilomètres de distance, a montré au monde entier que nous avons affaire à un ouragan d'échelle planétaire et d'une puissance énorme. En même temps, l'appareil a découvert qu'à la différence de la forme stable du vortex, sa couleur dépendait de la saison et variait du bleuâtre au doré. D'ailleurs, sur Saturne, l'automne succède à l'été, puis passe à l'hiver, et ensuite au printemps selon le même principe que sur Terre.
cela est favorisé par l'inclinaison des pôles. Lorsque la partie nord de la planète reçoit plus de lumière solaire, l'ouragan, baigné par les rayons de notre étoile, acquiert une auréole dorée. En hiver, la tempête devient donc bleu foncé. Comment les scientifiques expliquent-ils l'apparition de cet hexagone titanesque ? Très probablement, cela a été favorisé par le déplacement des masses atmosphériques dû à la rotation rapide de Saturne. Mais qu'en est-il de la fin spectaculaire de Cassini ? A-t-elle apporté quelque chose à la science ? Oui, et énormément. En revenant au vortex hexagonal, il faut dire que la sonde l'a photographié à nouveau lorsque la mission touchait à sa fin. Et il a également découvert qu'il pleut des pierres sur Saturne à cause de la destruction permanente des anneaux de la planète. Lorsque des particules de poussière et de glace pénètrent dans l'atmosphère du géant malgré la distance considérable, cela se produit régulièrement. Elles se désintègrent en petits fragments. C'est pourquoi des tonnes de glace et de pierres s'abattent sur Saturne chaque seconde. Aucun parapluie ne pourrait protéger d'une telle averse rafraîchissante. Quelles conséquences pour les anneaux de Saturne ? Il est évident que si la situation ne change pas, la planète perdra très bientôt cette caractéristique distinctive. Et peu importe que les anneaux contiennent des particules allant jusqu'à 100 mètres de diamètre, elles aussi peuvent finir par se désintégrer avec le temps. Je me demande quelles sont les causes de ce phénomène étrange. Il s'avère que les particules de glace portent des charges permanentes, car le noyau de Saturne est entouré de ce qu'on appelle de l'hydrogène métallique qui génère le champ magnétique de la planète. Les deux structures s'attirent mutuellement, comme des cheveux attirés par un ballon soigneusement frotté. C'est ainsi que les anneaux se désintègrent, cédant progressivement leurs particules à la planète. Il existe une énigme que Cassini n'a réussi à résoudre qu'à la fin de sa mission. Oui, et il s'agit de l'âge des anneaux. Les astronomes se sont longtemps demandé s'ils étaient plus jeunes que la planète ou formés en même temps qu'elle. Il s'est avéré que l'âge des anneaux varie de 10 à 100 millions d'années, ce qui signifie qu'à l'époque de l'apparition de la vie sur Terre, Saturne était dépourvu de cet ornement. Les scientifiques ont tiré ces conclusions après avoir recueilli des données sur la taille et la luminosité de ces objets. Si les anneaux étaient plus anciens, leur luminosité aurait considérablement diminué en raison de l'accumulation systématique de débris cosmiques. D'ailleurs, l'une des hypothèses sur l'apparition des anneaux est celle de l'attraction par Saturne d'un grand satellite glacé. En conséquence, la planète géante a simplement déchiré l'objet en petits fragments. Il faut rendre hommage à Cassini. Même en périssant dans l'atmosphère toxique de Saturne, il a continué à accomplir sa mission et a pu capturer les nuages du géant gazeux en étant au plus près d'eux. Grâce à ce petit appareil, mais persévérant et intrépide, nous avons pu mieux connaître l'immense et lointaine Saturne. À travers les yeux de la sonde, nous avons vu un tourbillon monstrueux, découvert d'étranges pluies de pierres et observé les satellites et les anneaux de la planète tout en dévoilant certains de leurs mystères. Pendant ce temps, Saturne continue de tourner en compagnie de Thétis, Japet, Mimas, Encelade, Titan et d'autres corps célestes qui le complètent harmonieusement. Il est probable qu'une centaine d'autres missions seront envoyées vers la planète géante et que nos descendants y passeront peut-être leurs vacances en orbite. Mais les mérites de Cassini ne seront pas éclipsés pour autant. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo. Et de notre côté, nous vous promettons de créer encore plus de contenu intéressant sur les choses étonnantes qui se cachent dans les profondeurs de notre univers. Regardez les captures d'écran qui s'affichent à l'écran en ce moment. Ce sont des statistiques de YouTube. Que signifient-elles ? Remarquez que pour l'instant, 57 spectateurs de cette chaîne regardent sans être abonnés. Voilà le véritable sens de mon message pour vous. C'est pourquoi, pour ne pas perdre Hubble parmi vos abonnements, il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton rouge qui ressemble à ceci et se trouve juste en dessous de cette vidéo. La loi de l'univers est simple, souvenez-vous-en. Car chacun de vos abonnements est très important pour moi. Plus il y a de spectateurs, plus ils regardent et mettent en des likes, plus vite une nouvelle vidéo méga captivante sortira. À bientôt!